Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui a été un énorme flop à sa sortie. Et pourtant, elle a réussi à marquer la pop culture de son empreinte et a même propulsé la carrière de Bruce Lee vers les sommets. Cette série injustement oubliée, c'est le Frelon Vert. Combien de temps supporterez-vous ça? Ils sont en train de vous tendre un piège. Laissez-moi vous aider. Merci Frank. Mais le Frelon Vert a commencé et il finira. La carrière du Frelon Vert, ou The Green Hornet en VO, prend son envol le 31 janvier 1936 sous la forme d'un feuilleton radiophonique imaginé par George W. Trendle et Franz Stryker, déjà connus pour avoir été à l'origine d'un autre justicier masqué très populaire, le Lone Ranger, dont le Frelon Vert est d'ailleurs un descendant. Et ce Frelon Vert a justement été pensé comme une transposition moderne du Lone Ranger. Quoi qu'il en soit, le show radiophonique devient très populaire. Et dès 1940, le Frelon Vert est adapté à l'écran sous la forme de 2 sérioles produits pour le cinéma par Universal Pictures. The Green Hornet en 1940 et The Green Hornet Strikes Again l'année suivante. Le rôle-titre est confié à Gordon Jones pour le premier sériole, puis Warren Hull pour le second, tandis que le rôle de Kato revient à K-Look dans les 2 sérioles. Un acteur à la filmographie impressionnante que l'on retrouvera des décennies plus tard en tant que Maître Po dans la série Kung Fu et Sabasan dans Le Chevalier Lumière. Entre 1940 et 1953, les aventures du Frelon Vert sont également publiées en comics. Mais malgré une popularité certaine, le super-héros disparaît ensuite complètement des radars. Et il faudra attendre une bonne dizaine d'années pour le voir refaire surface. Nous sommes alors en 1966. La série télévisée Batman cartonne sur ABC et devient même un véritable phénomène, générant des centaines de millions de dollars grâce à la vente des produits dérivés. Une Batmania qui incite ABC et le producteur de la série William Dozier à adapter un autre super-héros à l'écran. Et vous l'avez compris, c'est sur le Frelon Vert qu'ils vont jeter leur dévolu. La série reprend dans les grandes lignes l'histoire des précédentes adaptations. Le jour, Britt Reed est un richissime playboy propriétaire et rédacteur en chef du quotidien The Daily Sentinel. Mais une fois la nuit tombée, il devient le Frelon Vert, un justicier masqué armé de son pistolet à gaz et de son aiguillon de frelon, une matraque télescopique qui projette des ondes ultrasoniques. Il est aidé dans sa tâche par son fidèle majordome Kato, un expert en arts martiaux qui est aussi le chauffeur de la Black Beauty, une Chrysler impériale modifiée spécifiquement pour combattre le crime. En dehors de Kato, seule sa secrétaire personnelle Lenore Case et le procureur Frank Scanlon connaissent sa double identité. Quant à Mike Axford, reporter au Daily Sentinel, à aucun moment il ne se doute des activités secrètes de son employeur. Pour le personnage du Frelon Vert, plusieurs acteurs furent envisagés. Un premier épisode test est tourné avec Michael Lipton dans le rôle de Britt Reed, mais ABC n'est pas convaincu. Puis un autre screen test est réalisé avec cette fois-ci Jay Murray qui ne parvient pas non plus à séduire les producteurs. Et c'est finalement Van Williams qui est choisi. Un acteur qui disposait déjà d'une petite notoriété puisqu'il avait eu un rôle régulier dans 3 séries de ABC, Bourbon Street Beat, Surfside Six et The Tycoon. Pour le rôle de Kato, Bruce Lee est dès le début le choix numéro 1 de la production. William Dozier, le producteur de la série Batman, se serait intéressé à lui dès 1965, sur les conseils de son coiffeur Jesse Sebring. Il était alors question de lui confier le premier rôle d'une série intitulée Number One Son, et incarner Lee Chan, le fils d'un détective très populaire dans les années 30, Charlie Chan. Bruce Lee aurait alors succédé à K-Look, encore lui, qui a interprété le rôle de Lee Chan à plusieurs reprises au cinéma. Et après avoir visionné une cassette mettant en scène l'une de ses démonstrations de Kung Fu, William Dozier décide de lui faire passer des essais. My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now.
Yes, since I was around 6 years old. And when did you leave Hong Kong? 1959, when I was 18. All right. There is the finger jab. There is the punch. There is the back fist and then low. Of course, then they use leg straight at the groin or come up. Or if I can back up a little bit, they start back from here and then come back. Mais ABC n'est pas intéressé par la série et le projet est abandonné. Ce n'est qu'un an plus tard que William Dozier recontacte Bruce Lee et lui propose alors le rôle de Kaito. La secrétaire de Britt Reed, Lenore Case, est interprétée par Wendy Wagner, qui débutait dans le métier mais avait déjà été aperçue dans le film Le Monstre des Profondeurs. Le procureur Scanlon est joué par Walter Brooke, un acteur chevronné qui avait déjà eu des rôles réguliers dans d'autres séries et avait été aperçu à plusieurs reprises dans La 4e Dimension et Le Fugitif. Autre rôle important, celui du reporter Mike Axford, interprété par Lloyd Cook. Il avait lui aussi joué dans pas mal de séries comme Au-delà du réel ou Perry Mason. Mais le casting ne serait pas complet sans évoquer une autre star majeure de la série, la magnifique Black Beauty. Une Chrysler impériale de 1966 truffée de gadgets à faire pâlir la Batmobile. Un panneau de commande dissimulé dans le garage de Britt Reed permettait de faire pivoter le plancher et dévoiler ainsi la bête. C'est le designer Dean Jeffries qui avait justement travaillé sur la Batmobile de la série télévisée qui est à l'origine de sa conception. They just wanted me to come up with something that was very unique and different, but they didn't want hot rod looking stuff. They wanted more of just a big heavy duty car is what they were talking about. So that's when they give me a couple of those Chryslers. I started just doing some sketches and drawings of it, of what I thought would be okay and if they would like and this, that. And they had certain things they needed inside. So we needed a lot of room in the back seat area. So we had to stretch that out. Actually, the body's still the same, but inside we had to stretch it out and get as much room as they could have for filming and also for all the mechanisms and things I had to have in there. Elle était équipée de phares de couleur verte et d'un dispositif permettant de tirer des roquettes explosives et de diffuser du gaz. Kato, envoie le module. Elle disposait également d'un système de surveillance audio-vidéo qui était piloté à l'aide de drones. Une technologie très en avance sur son temps qui est aujourd'hui complètement répandue. Ce qui rend cette voiture unique, c'est qu'en dehors de la surveillance par drone, tout ce que l'on voyait à l'écran, que ce soit le gaz ou les roquettes, était réellement activé par des commandes installées dans l'habitacle de la voiture. Ils avaient aussi dissimulé des balais qui sortaient à l'arrière du véhicule pour effacer les traces de la Black Beauty. Bon, ça, c'était un peu ridicule et ça n'a d'ailleurs jamais été utilisé dans la série. Au moins 2 exemplaires de la Black Beauty furent construites pour l'émission. L'une d'entre elles servit sur le tournage et l'autre était utilisée pour des événements promotionnels à travers le pays. Celle que l'on voit dans la série a été laissée à l'abandon avant d'être rachetée et entièrement restaurée dans les années 90 par son propriétaire avec l'aide de Dean Jeffries. Il resterait actuellement 2 exemplaires de la Black Beauty en circulation. La première est exposée dans un musée de l'automobile à Los Angeles, tandis que l'autre se trouve dans une collection privée en Caroline du Sud. Une fois le casting finalisé, ABC organise en grande pompe une conférence de presse pour annoncer la production de la série et présenter ses 2 futures stars, Van Williams et Bruce Lee, avec pour les accompagner Adam West de la série Batman. Un événement qui montre à quel point ABC mise sur le succès du Frelon Vert, mais aussi une manière d'imprimer dans l'esprit du public la filiation entre les 2 programmes. Mais même s'il serait injuste de la réduire à un simple clone, on ne peut pas nier que l'adaptation télévisée du Frelon Vert a repompé allègrement certains concepts qui avaient fait le succès de la série Batman, comme le logo du frelon intercalé entre certaines scènes,
le passage secret emprunté par le procureur Scanlon, ou encore la sortie dissimulée d'où surgit la Black Beauty, véritable petite sœur de la Batmobile. Mais le Frelon Vert se différencie par un ton beaucoup plus sérieux. Oubliez les jeux de mots, les onomatopées et les situations grotesques, cette série veut viser un public plus adulte et notre super-héros n'est pas là pour rigoler. Vraiment drôle, pourquoi ne riez-vous pas? Et si le justicier de Gotham affronte des criminels échappés d'un asile psychiatrique, le Frelon Vert, lui, s'attaque à la mafia et aux criminels en col blanc. Curieuse façon d'accueillir un futur associé. Le Frelon Vert et Kaito ont eux aussi leurs propres armes comme le pistolet à gaz et l'aiguillon du Frelon Vert, ainsi que les fléchettes de Kaito. Mais ils utilisent bien moins de gadgets farfelus que le Dynamic Duo. Et enfin, alors que Batman collabore avec la police, le Frelon Vert, lui, est considéré comme un hors-la-loi et n'hésite pas à maltraiter les forces de l'ordre. Un autre élément iconique de la série, c'est son générique. Il reprend le thème utilisé dans l'émission radiophonique de 1936. Cet interlude orchestral intitulé « Le vol du Bourdon » a été composé par Nikolai Rimsky-Korsakov en 1899. Pour la série télévisée, il est réarrangé dans un style jazzy par Billy May qui a également composé toutes les autres musiques que l'on retrouve au sein des épisodes. A noter que le solo de trompette présent dans le générique est interprété par Al Hirt. Il enregistrera d'ailleurs une version plus longue du thème avec un arrangement légèrement différent pour son album The Home Meets the Hornet. Depuis 1966, la bande originale de la série a été éditée à plusieurs reprises, que ce soit en vinyle ou en CD. The Green Hornet est diffusé pour la première fois le vendredi 9 septembre 1966 sur ABC. Avec Bruce Lee, la chaîne est consciente de tenir là un phénomène et décide de le mettre en avant durant la promotion du programme. ABC, where I'll be seeing you in the Green Hornet. I am Bruce Lee, inviting you to join me every Friday night on most of these ABC stations. Malgré le souhait de William Dozier de produire un show d'1 heure et prendre le temps de développer les personnages, ABC exige que les épisodes ne dépassent pas 25 minutes. Le mot d'ordre, c'est plus d'action et moins de blabla. The incredible Black Beauty slices through the night with the Green Hornet and Kato at the wheel. Master criminal or brilliant crime fighter. Who is the Green Hornet? The Green Hornet in color on ABC. Programmé en face de Tarzan sur NBC et des Mystères de l'Ouest sur CBS, le Frelon Vert se fait écraser par la concurrence. Un mois après son lancement, la série pointe à une piteuse 73e place au classement des programmes de la semaine. Malgré une alchimie indéniable entre les deux acteurs, un générique accrocheur et surtout les démonstrations de kung-fu électrisantes de Bruce Lee, le show ne parvient pas à trouver son public. D'un côté, il se veut être sérieux, mais de l'autre, il se calque sur le même format que la série Batman. Cette dualité qui a probablement nui à la série est le résultat d'un conflit entre William Dozier, qui voulait s'inspirer de ce qui avait fait le succès de Batman, et George W. Trendle, le créateur du Frelon Vert, qui exigeait que la série garde un ton sérieux, fidèle au feuilleton radiophonique des années 30. La presse, quant à elle, descend le programme et lui prédit une fin rapide. Et pour ne rien arranger, la série ne rapporte pratiquement rien en revenus publicitaires, alors qu'elle s'avère pourtant être l'un des programmes les plus coûteux de ABC. Si chaque épisode était budgété à hauteur de 110 000 $, les coûts de production liés en partie aux effets spéciaux s'élevaient le plus souvent à 140 000 $ par épisode. Et The Green Hornet s'avère être un véritable gouffre financier. William Dozier essaie alors de convaincre la chaîne d'étendre le format des épisodes à 60 minutes pour la prochaine saison.
Mais le temps presse et on se dirige plutôt vers une annulation prématurée. Au début du mois de mars 1967, pour redonner un coup de boost à la série, Dozier invite Kato et le Frelon Vert dans un double épisode de la série Batman. Aucun doute, c'est un enregistrement automatique orthogonal, si vous me suivez. Faux. C'est encore plus simple que ça, en fait. C'est un phénomène spectroscopique d'accélération lumineuse. Mais rien n'y fait, ABC annule la série et le Frelon Vert tire sa révérence après la diffusion du 26e épisode programmé le 17 mars 1967. Malgré l'échec de la série, la prestation de Bruce Lee dans le rôle de Kato n'est pas passée inaperçue. Et plusieurs stars comme Steve McQueen, James Coburn, Karim Abdul-Jabbar ou encore Roman Polanski le sollicitent pour devenir son élève. Mais la carrière de Bruce Lee à l'écran ne décolle pas pour autant. Et il doit se contenter de quelques apparitions à la télévision et dans le film La Valse des Truands. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en 1971, il imagine lui-même le concept d'une série, The Warrior, mettant en scène un moine Shaolin parcourant l'Ouest américain dont il pensait alors incarner le rôle-titre. Il propose son idée à Warner et ABC, mais les dirigeants ne sont pas convaincus. 6 mois plus tard, ABC et Warner lancent la production de la série Kung Fu, basée sur une idée étrangement similaire, avec en vedette David Carradine. Exit l'Amérique, c'est finalement en retournant en Asie que la carrière de Bruce Lee va enfin décoller. Contrairement à ce qui s'était passé aux États-Unis, The Green Hornet cartonne à Hong Kong, où l'émission est même renommée The Kato Show. Et c'est précisément grâce à la popularité de Kato dans son pays que Bruce Lee se verra offrir le premier rôle du film Big Boss en 1971. Il enchaîne l'année suivante avec La Fureur de vaincre puis La Fureur du dragon qui seront tous les deux d'immenses succès. 3 mois après avoir démarré le tournage du Jeu de la mort, il met le projet en pause pour signer avec Warner Bros et retourner aux États-Unis rejoindre la production du film Opération Dragon qui rapportera plus de 400 millions de dollars au box-office mondial, faisant de Bruce Lee une icône du 7e art et provoquant un engouement sans précédent pour les arts martiaux à travers le monde. Mais Bruce Lee ne pourra pas assister à son triomphe puisqu'il décède le 20 juillet 1973, 6 jours avant la sortie du film. Il n'avait alors que 32 ans. De son côté, Van Williams continue de tourner pour la télévision, mais arrête sa carrière dès 1982, préférant se consacrer à son entreprise de télécommunications qu'il a fondée à Santa Monica en Californie. À noter qu'il sortira de sa retraite en 1993 pour tourner dans le film Dragon, l'histoire de Bruce Lee, dans lequel il incarne le réalisateur d'un épisode du Frelon Vert. Il décède en 2016 à l'âge de 82 ans. Le Frelon Vert a été rediffusé en syndication et a finalement acquis par la suite un statut de série culte, en grande partie dû à la présence de Bruce Lee. Dans l'optique de surfer sur la popularité de Bruce Lee après sa mort, 2 films composés de plusieurs épisodes de la série ont été exploités au cinéma. The Green Hornet en 1974, puis Fury of the Dragon en 1976, sortis respectivement en France sous les noms Le Retour du Dragon et La Revanche du Dragon. Et c'est à travers ces films que le public français découvrira pour la première fois les aventures du Green Hornet. Le distributeur français René Château exige alors que Kato soit appelé Bruce lorsqu'il ne porte pas son masque. Et ce doublage français, contrairement à la version originale, ajoute aussi les cris et les effets sonores caractéristiques des films de Bruce Lee.
L'intégrale de la série a quant à elle été diffusée pour la première fois dans l'émission Kaboukadin sur Canal+, le 16 janvier 1986, soit 20 ans après sa diffusion sur ABC. Elle a ensuite été rediffusée sur M6, France 3, La 5e, Canal Jimmy et Toonami. Van Williams y est doublé par Pierre Athé et François Dunoyer, Bruce Lee par Bernard Murat et Frédéric Pieretti, Wendy Wagner par Claude Chantal et Béatrice Delphes, et enfin Walter Brooke par Igor de Savitch. Cette version française contient quelques traductions pour le moins folkloriques. La Black Beauty est ainsi renommée la Belle Berthe et l'antagoniste principal des 2 derniers épisodes de la série, le Dr Mabuse, est renommé Dr Maboul. En 2003, le français Aurélien Poitrimou a réalisé un court-métrage auquel ont participé Alban Lenoir et Manu Lanzy. Enfin, un guide de la série intitulé Le Frelon vert, le sceptre de la justice, écrit par Didier Liardet, a été publié aux éditions Iris en 2006. Depuis 1992, plusieurs sociétés ont acquis les droits d'adaptation cinématographique du Green Hornet et s'y sont cassés les dents. Eddie Murphy, Greg Kinnear, George Clooney, Mark Wahlberg et Jack Gyllenhaal ont été tour à tour associés au rôle du Frelon vert, tandis que Jason Scott Lee puis Jet Li se sont vus offrir le rôle de Kaito. Plusieurs scénarios ont donc été mis à la poubelle, mais l'un d'eux, écrit par Kevin Smith, a été réutilisé quelques années plus tard dans un comic book publié chez Dynamite Entertainment. C'est finalement à partir de 2007, lorsqu'Original Films et Columbia Pictures rachètent les droits, que le projet s'accélère. Seth Rogen est engagé pour incarner le Frelon vert et obtient même un poste de co-scénariste et de producteur. Stephen Chow se voit confier le rôle de Kaito et Michel Gondry est appelé à la réalisation. Pour le rôle du méchant, c'est d'abord Nicolas Cage qui est choisi, mais Seth Rogen ne partage que très peu les excentricités de la star. First, he was like, I want to tattoo hair on my head. I can be a bald guy with hair tattooed on his head. And then we got a call a few days later where he's like, I actually don't want to do the hair tattooed on my head thing for the movie because I'm thinking I might want to do it in real life. And I remember laughing. I remember like that, like laughing hysterically when he said it on the phone and then stopping and realizing it wasn't a joke. And then we got a phone call where he wants to play a white Bahamian man. From the Bahamas, essentially a white. It was pitched as like a white Jamaican guy, basically. Right. Amy, the head of the studio, was like, "Let's just talk. Well, I'll get to my house and we'll talk, and you'll meet Nick and in person, and you can talk about it." And we show up at the house, and within 60 seconds, we were all like seated in the living room as he stands in front of us, like reciting like a monologue in a Jamaican accent. And we're just like, "It's happening!" And a monologue, I should add, that is not in the script. Nor does it have anything to do with the script. At which point I'm like, I don't think he's even read the script, honestly. So he does his whole thing, green on it. It was like, I remember just being, oh no. And then it ends and he's kind of like, it's as though like he's just like landed like a backflip. And I was like, I don't know what to say. I was like, it was okay, cool, thanks. We should talk about it. That's not how we pictured the character. And I clearly didn't give him the reaction that he wanted because he instantly just like was like sullen. And then Amy's trying to recover. She's like, well, I'll sit down for dinner. And then we sit down and almost right away he just gets up and walks. He's like, I gotta go. And he just gets up and leaves. Nicolas Cage sera finalement remplacé par Christoph Waltz. Enfin, Cameron Diaz vient compléter le casting dans le rôle de Lenore Case. Le tournage démarre en 2009 avec un budget conséquent de plus de 120 millions de dollars. Contrairement à la série télévisée, le film ne se prend pas au sérieux et Britt Reed est dépeint comme une sorte de bouffon irresponsable et paresseux qui profite de la fortune de son père. Et c'est Kaito qui est ici le véritable super-héros. Personnellement, j'ai bien aimé cette nouvelle proposition, mais les fans du Frelon ont pour beaucoup crié au scandale. Vous vous foutez de moi. À sa sortie en 2011, le film se fait globalement démonter par la critique. Et les 230 millions de dollars récoltés au box-office mondial ne lui permettent pas de rentrer dans ses frais. Et si une suite avait bien été envisagée, celle-ci ne verra jamais le jour.
Quoi que l'on puisse en penser, la série télévisée The Green Hornet a marqué les esprits et a aussi eu son petit impact sur la pop culture. En 2003, Quentin Tarantino a rendu hommage à la série en réutilisant le thème principal dans le film Kill Bill Volume 1 et a également mis en scène Uma Thurman face à une horde de tueurs affublés du même masque que Kato. En 2019, Tarantino récidive avec le film Once Upon a Time in Hollywood. En marge du tournage du Frelon Vert, il imagine un affrontement musclé entre le cascadeur Cliff Booth, joué par Brad Pitt, et Bruce Lee, interprété par Mike Moh. Une référence aux relations conflictuelles que Bruce Lee entretenait avec les cascadeurs sur le show. La série Tonnerre Mécanique s'est aussi inspirée du Frelon Vert pour le passage secret dissimulé derrière un panneau publicitaire. Et le dessin animé T'as le bonjour d'Albert mettait régulièrement en scène les aventures de The Brown Hornet, une émission télévisée parodique du Green Hornet qu'Albert et ses amis regardaient religieusement. Dans le film Blankman, sorti en 1994, le costume de l'acolyte du héros s'inspire pour le chapeau de la tenue du Frelon Vert. Quant au costume de Jet Li dans le film Black Mask en 1996 ou celui de Donnie Yen dans Legend of the Fist en 2010, il montre encore une fois à quel point Kato est devenu un personnage iconique en Asie. Et même dans la musique populaire, on retrouve des références au Frelon Vert, notamment dans le titre d'Aretha Franklin, Save Me, où elle implore le Frelon Vert et Kato de lui venir en aide. Même si The Green Hornet n'a pas eu le même impact que la série Batman, il y a quand même eu un certain nombre de produits dérivés commercialisés au moment de sa sortie. Des modèles réduits de la Black Beauty, des figurines du Frelon Vert, un jeu de société, une bague distribuée dans les paquets de chips Lay's, des lunchbox, des comic books adaptés de la série, des novélisations, un annual et tout un tas de goodies assez impressionnants pour une série qui a tout de même fait un flop. Plus récemment, il y a eu des Funko Pop, ainsi qu'une mini-série de comics intitulée Batman 66 Meets the Green Hornet, publiée par DC Comics et Dynamite Entertainment, se situant dans l'univers des deux séries télé. Au scénario, on retrouve Kevin Smith et Ralph Garman, avec des illustrations signées Ty Templeton et des couvertures réalisées par Alex Ross. L'intégrale de la série n'a jamais été éditée en DVD, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et la concrétisation d'un tel projet semble aujourd'hui très compliquée à mettre en œuvre, puisqu'il faut à la fois s'entendre avec les ayants droit du Frelon Vert, mais aussi avec la société détentrice des droits d'image de Bruce Lee. Sans parler du travail de restauration qui représenterait un investissement conséquent pour une série qui reste tout de même confidentielle. Les deux films, Le Frelon Vert, Le Retour du Dragon et La Revanche du Frelon Vert, sont quant à eux disponibles en DVD depuis 2005. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec quelques anecdotes sur la série. Lors du tournage du Frelon Vert, les mouvements de Bruce Lee étaient si rapides qu'ils étaient parfois invisibles à l'écran, ce qui obligeait la production à ralentir les prises et parfois même à lui demander de ralentir lui-même ses mouvements. Au cours du crossover entre les séries Batman et The Green Hornet, le script voulait à l'origine que Robin gagne son combat contre Kato. Bruce Lee aurait alors refusé de tourner la scène, obligeant les scénaristes à revoir leur copie et proposer un match nul entre les deux justiciers masqués. Bruce could not stand Burt Ward. Burt Ward had let everybody know that he could wipe Kato's butt all over the lot. And he stormed into that set. He sat down and he stared at Burt. I tell you, I think Burt wet his pants. I really do. The word was out that he did. And Burt was so scared he wouldn't work. They finally talked him out of it that Mr. Lee was not going to hurt you and kick you in the face and the balls and everything else. And, you know, he was not going to do that. We're going to film this and everybody's going to be happy. La voix off qu'on entend au début de chaque épisode du Frelon Vert est celle du producteur William Dozier. C'est aussi lui qui a assuré la voix off sur la série Batman, ce qui a participé à donner une signature commune aux deux émissions.
Le crossover entre Batman et le Frelon Vert, diffusé en mars 1967, n'était pas la première rencontre entre les 4 justiciers masqués, puisque Kato et le Frelon Vert avaient déjà fait une apparition furtive dans l'un des premiers épisodes de la seconde saison de la série Batman. Notre atout. Qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais vous poser la même question. Nous pourchassons les ennemis de la loi où qu'ils se trouvent, c'est notre devoir. Vous ne vous trompez pas de ville? Nous sommes ici sur l'ordre du Daily Sentinel. Vous connaissez mon équipier, Kato? Voici Robin, le petit page. Bien, mais je ne voudrais pas vous détourner de votre devoir. Merci et bonne chance, monsieur le Frelon Vert. Ravi de vous avoir rencontré. Vous avez vu Batman? Mais qu'est-ce que c'est que ce déguisement ridicule? Dans les années 60, le racisme était encore quelque chose de très commun à Hollywood, et Bruce Lee, comme d'autres avant lui, en a fait les frais. Alors qu'il était l'attraction principale de la série pour beaucoup de téléspectateurs, il ne touchait que $400 par semaine, contre $2000 pour Van Williams. Mais le plus choquant, c'est que des acteurs secondaires comme Walter Brooke, Wendy Wagner et Lloyd Cook étaient eux aussi mieux payés. La scène au cours de laquelle le plancher du garage de Britry pivotait pour faire apparaître la Black Beauty était en réalité réalisée à l'aide de maquettes en bois à l'échelle 1/10 réalisée par Andy Yanchus. Après le Frelon Vert, William Dozier essaiera de produire 2 autres adaptations de l'univers des comics, Dick Tracy et Who's Afraid of Diana Prince, une sitcom consacrée à Wonder Woman. Mais aucun des 2 pilotes produits n'est parvenu à convaincre une chaîne de télévision. Merci à tous d'avoir suivi cette rétrospective consacrée au Frelon Vert. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la booster, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.